si t'aimes le rugby, t'es un facho. En fait, pour moi, c'est la France de Thomas de Crépol et de Naël. Et donc, vous avez un système un peu fou dans lequel vous finissez par avoir un mari avec 2, 3 femmes qui occupent 3 appartements, par exemple. Leur arabe, wesh wesh, wesh wesh, wesh wesh. Quel wesh wesh? Vous voyez, je se moque jamais. Je se moque jamais de. Je dis bravo, avancez. Mais au final, les Martiniquais sont fatigués d'être pris en otage par Petitot et ses sbires. Bienvenue sur Das Polémique, aujourd'hui une nouvelle vidéo actu que l'on va commencer sans plus attendre, car il y a pas mal de séquences à voir. On démarre avec le délire dans les médias qui tentent de diviser la France en deux, d'un côté le monde du rugby et de l'autre celui du foot. Tout a commencé avec les matchs France-Italie pour le foot et France-Nouvelle-Zélande pour le rugby. Alors le problème selon certains, c'est que d'un côté on a l'équipe de France de foot, où les joueurs chantent peu ou pas la Marseillaise, et de l'autre le 15 de France qui entonne l'hymne avec ferveur. Mais on va pas se mentir, ce qui dérange en réalité les identitaires, c'est qu'il y ait une majorité de noirs dans l'équipe de France de foot. C'est tout, car même s'ils hurlaient la Marseillaise à tue-tête, ça ne serait jamais suffisant. Une séquence a marqué les uns et les autres ce week-end. L'hymne national, la Marseillaise, chantée par chacun des joueurs du 15 de France de rugby. J'y ai vu un morceau de France, ce cher pays de notre enfance. J'y ai vu le monde d'avant, quand les hooligans ne remplissaient pas les tribunes, quand aucun tifo politique ne perturbait une rencontre sportive. Les Français, j'en suis certain, ont aimé ce moment, qu'ils soient dans les tribunes ou devant leur télévision. Ils l'ont d'autant plus aimé que cette déclaration d'amour faite à la France n'est pas si fréquente quand la Marseillaise est jouée et que certains sportifs ignorent jusqu'à ses paroles. Bon, on va arrêter la blague tout de suite, il raconte n'importe quoi. Déjà dans les années 80, la bande à Platini ne chantait pas l'hymne non plus. Pourtant il y avait pratiquement que des blancs dans l'équipe, faut pas réécrire l'histoire. Bref, tout cela a suffi pour que les identitaires y voient la preuve d'une France blanche du rugby opposée à une France racisée du foot et des banlieues. En tout cas, c'est ce qui est insinué. C'est indéniable que quand tu prends une telle audience, un tel écart, et que tu vois que les gens en parlent à ce point et qu'ils sont emballés par des choses dans ce sport qui sont de l'ordre du symbolique, ça ne peut pas nous laisser de marbre et ça doit nous pousser à réfléchir et à tenter d'expliquer pourquoi. Petite parenthèse pour vous montrer que Géraldine Maillet n'est que le relais des idées politiques de son compagnon Daniel Riolo. Le même jour, Géraldine a tenu des propos similaires avec des insinuations que Riolo ne peut pas se permettre dans son émission car il sait qu'une grande partie de son audience est composée de Noirs et d'Arabes qui n'apprécieraient pas ce genre de discours. Alors moi d'abord, je pense que là où vous avez raison, c'est qu'il va y avoir un raz-de-marée médiatique. Parce que par exemple, quand je vois que TF1 aujourd'hui pense et réfléchit à prendre le tournoi Destination, qui est un tournoi qui a toujours été depuis toujours historiquement au service public. Ça veut dire qu'aujourd'hui, TF1 ne va plus avoir la Coupe du Monde de foot, mais va prendre le rugby. Enfin, je veux dire, c'est un retentissement incroyable. On ne mesure pas à quel point aujourd'hui, il y a un désamour pour le football. Et moi, pour moi, malheureusement, il y a deux France. Quand on voit le rugby aujourd'hui, quand il y a eu la cérémonie d'ouverture, et ben, quand on aimait cette cérémonie d'ouverture, on était rance et on était facho. Malgré tout, et donc on est assigné à si t'aimes le rugby, t'es un facho, et si t'aimes le football, en gros, en fait, pour moi, c'est la France de Thomas de Crépol et de Naël. Et c'est-à-dire que c'est deux France qui sont irréconciliables. Parenthèse fermée, tous ces gens semblent oublier que premièrement, un public amateur de foot peut aussi apprécier le rugby et inversement, c'est mon cas d'ailleurs. Deuxièmement, comme le foot, le monde du rugby n'est pas tout beau tout rose et a aussi son lot d'affaires lourdes. Racisme, accusation de VSS, dopage, etc. Le premier arabe que je croisais sur la route,
Je lui mets un coup de casque. Le rugbyman Melvin Jaminet est écarté de l'équipe de France de rugby après avoir tenu des propos racistes. Cette vidéo a été publiée dimanche 7 juillet sur le compte Instagram de Melvin Jaminet avant qu'il ne la supprime rapidement. Les menottes au poignet, Hugo Radou et Oscar Jegou sont escortés fermement par les policiers. Voici les images diffusées cette nuit par la police argentine de l'arrestation des 2 joueurs du 15 de France. Tous 2 sont soupçonnés de violences sexuelles après la plainte d'une femme. Et ce n'est pas du tout pour opposer les deux sports, bien au contraire, je pense que cette différence perçue entre le rugby et le foot a des explications bien plus complexes que celles qui insinuent que les Arabes et les Noirs foutent la merde et les Blancs sont sages et respectueux. On retrouve un peu ce délire dans le traitement médiatique du taux de natalité en France, mais avant d'y venir, je voulais vous montrer cette séquence complètement dingue. Avant de sortir de la classe, ces élèves de CP n'enfilent pas que leur manteau, mais aussi des gilets un peu spéciaux. Les gilets, pour voir où ils vont se déplacer pendant la cour, on les met à chaque récré le matin et l'après-midi. L'objectif de cette étude menée dans 15 écoles de la ville de Strasbourg, questionner le partage de l'espace par les filles et les garçons. Le résultat, systématiquement, 20% des garçons utilisent 80% de la cour de récré. Il y a déjà des habitudes qui se prennent très tôt, où on a des groupes plutôt de garçons qui vont prendre la place dans la cour et les filles vont très vite conscientiser le fait que c'est normal qu'elles soient reléguées en périphérie et d'éviter certains espaces. Franchement, pourquoi ne pas embaucher plus d'enseignants et augmenter leur salaire, plutôt que d'installer des GPS pour surveiller si les enfants partagent bien la cour d'école? En 2024, il manque plus de 3000 enseignants et leur priorité c'est de transformer les enfants en hamsters. Je rigole bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. Venons-en à la natalité. Priska Thévenot, ancienne porte-parole du gouvernement, nous demande de faire des enfants car selon elle, c'est urgent. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet essentiel, un sujet crucial même pour notre pays, le réarmement démographique. Oui, il faut pouvoir mettre ce terme au centre du débat. Pourquoi ? Parce que la natalité en France atteint un niveau historiquement bas. En 2023, seulement 677 800 bébés sont nés en France. C'était 828 000 en 2010. Un chiffre qu'on n'avait pas vu aussi bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et vous en conviendrez, c'est alarmant. Alors pourquoi une telle chute ? Les raisons sont multiples, avec notamment, et en premier lieu, des difficultés économiques, et aussi le sujet de l'accès au logement qui est devenu un véritable parcours du combattant, notamment pour les jeunes familles. Quand ils sont au pouvoir, c'est full austérité et ensuite ils viennent te dire faites des enfants. Bref, elle finit par évoquer l'accès au logement qui serait un parcours du combattant, mais selon les gros racistes, ce serait une promenade de santé pour les Noirs. Écoutez cet ancien préfet mélanger tous les clichés en une seule histoire. Polygamie, fraude à la CAF, famille nombreuse, etc. Une histoire qui est, à mon avis, est totalement bidon. Tout à fait. Alors ça concerne plutôt évidemment les familles d'origine d'Afrique subsaharienne. Hein. Et oui. Alors tout le secteur le sait, tout le secteur HLM le sait, puisque une femme polygame dite décohabitante, c'est-à-dire à qui la préfecture a demandé de plus habiter avec son mari, en fait, se voit offrir un logement HLM, en général pas très loin, au prétexte humanitaire, si je puis dire, que il faut qu'elle ne soit pas éloignée du reste de la grande famille. Alors on arrive à un système qui est complètement aberrant. C'est-à-dire qu'officiellement, elle est femme isolée ? Et officiellement, elle devient femme isolée. Donc avec des aides. Avec tous les avantages des femmes isolées, des femmes monoparentales avec 3 ou 4 enfants. Et donc vous avez un système un peu fou dans lequel vous finissez par avoir un mari avec 2, 3 femmes qui occupent 3 appartements, par exemple. Et lui-même, parfois, ça je l'ai vu quand j'étais dans l'Essonne, n'habite pas dans le HLM. Il habite dans un foyer de travailleurs migrants, par exemple, et il passe voir ses femmes quand il... Non, enfin, je veux dire, c'est totalement antinomique avec notre façon de concevoir la société. Son histoire sent tellement le mytho, mais surtout, elle essentialise toute une partie de la population, en l'occurrence celle d'origine subsaharienne. Et le mépris avec lequel il en parle vient clairement du complexe de supériorité occidentale sur les populations africaines, sûrement un résidu de la colonisation. Et en parlant de ça, la mobilisation en Martinique fait tellement peur que les mensonges dans les médias deviennent de plus en plus ridicules.
Si vous voulez, il y a une volonté de beaucoup de Martiniquais, notamment les entreprises, de se battre, de bâtir un avenir meilleur. Il y a des projets pour notamment une zone franche sociale qui pourrait permettre justement de rétablir l'équilibre entre les Outre-mer et l'Hexagone. Mais au final, les Martiniquais sont fatigués d'être pris en otage par Petitot et ses sbires, qui sont très peu nombreux, qui ne représentent pas du tout les Martiniquais. Les Martiniquais se sentent français. Ils sont français, ils sont attachés à la République française, ils veulent qu'on règle les problèmes de la vie chère, mais ils veulent surtout le matin pouvoir aller normalement travailler, ce qu'empêchent actuellement ces semeurs de troubles que sont les Petitot et ses affidés. Déjà, qui est-il pour parler au nom des Martiniquais et surtout pour dire des bêtises pareilles? Les Martiniquais seraient pris en otage par Rodrigue Petitot, l'un des leaders du mouvement? Ben allons voir cette prétendue prise d'otage de plus près. Et ça qui a dérangé nous. Parce que nous, en général, le magazine, on va fermer le 9h à 19h. Drôle de prise d'otage. J'ai dû baisser le son tellement les acclamations étaient bruyantes. Ce leader ne plaît pas du tout au pouvoir car il est radical, déterminé, très populaire et donc dangereux pour ce même pouvoir. Dans le monde médiatico-politique, il y a une obsession pour contrôler le peuple, chose que je trouve logique, et pour ce faire, ils imposent à chaque groupe donné une personne ou une institution qui le représentera, de gré ou de force. C'était touche pas à mon pote pour les Noirs et les Arabes, aujourd'hui c'est le CRIF et la LICRA pour les Juifs, et pour les musulmans c'est Hassan Chalroumi. Leur arabe, wesh wesh, wesh wesh, wesh wesh. Quel wesh wesh? J'ai jamais critiqué, j'ai toujours regardé en positif. Des fois, vous savez, le mot kalb et qalb. Qalb, c'est cœur. Kalb, eux, ils disent kalb. Kalb, c'est un chien, ouais. Ça veut dire en arabe. Vous voyez, je se moque jamais. Et quand ils récitent le Coran, oh my God, catastrophique. Et des fois, j'ai rien dit. Je se moque jamais d'eux. Je dis bravo, avancez, tout ça. Ça, c'est aussi. Mais pourquoi ils me critiquent pas par rapport à mon débat? Venez dans l'essentiel. Venez débattre avec moi dans les versets coraniques. Ils ont quand même choisi le pire des clichés pour représenter les musulmans de France. Il est en France depuis des années et il n'a fait aucun progrès au niveau de la langue. Mais c'est celui qui a été choisi par le pouvoir, ou plutôt imposé par le pouvoir. Ce sont les médias qui imposent les gens, comme Macron en 2017, qui imposent le camp du bien, on le voit avec la propagande sioniste, et qui imposent les sujets à couvrir ou à débattre. D'ailleurs, un sujet en particulier, celui du Soudan, n'est jamais traité dans les médias. Il n'est évoqué que pour contrer les pro-palestiniens, en les accusant de ne pas en parler, car il ne concernerait aucun juif. Tout le monde s'en fout du Soudan. Au Soudan, il y a une guerre civile de dingue et l'ONU dit que c'est la plus grande crise de déplacement au monde avec plus de 11 millions de personnes qui ont été obligées de fuir leur foyer. Regarde, je viens de te dire une dinguerie et tu t'en fous. Alors que si je te dis tous les Belges doivent fuir leur ville pour pas mourir, là tout de suite ça t'inquiète et t'es même prêt à envoyer du bif. Voilà, les gens s'en fichent tellement du Soudan que si tu leur montres une carte où il n'y a que le Soudan, ils sauront pas trouver le Soudan. 25 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire, soit presque l'équivalent de la population de l'Australie. Tu vois, je suis obligé de faire une comparaison avec un pays qui a un faible taux de mélanine pour que tu sois choqué. Les déplacements, les maladies, la famine, les pillages, les villes, les violences, etc. C'est tellement l'apocalypse que même savoir le nombre exact de morts, c'est pas possible. Essayez donc à votre niveau de faire en sorte que ce sujet soit de plus en plus couvert en partageant tout contenu qui en parle et en vous renseignant vous-même sur le sujet. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette actualité autour du foot, du rugby, de la natalité et des Antilles. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.